Bonjour à tous et bienvenue à notre événement Le Sommet du patrimoine et de la performance, 6e édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Emmanuel Nara sur le plateau de ForChange. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes donc dirigeant fondateur d'Haussmann Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Je suis également en compagnie de Pierre-Marie de Fortville. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Ivesta Family Office. Je suis également à ma gauche avec Hamza Filali. Bonjour Hamza. Bonjour. Vous êtes directeur général et membre du comité d'investissement chez Morgan Stanley Investment Management. Et enfin, je suis avec François Lénoré. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Financière Arbevel. Alors, vous avez animé la conférence d'aide privée et infrastructure de la diversification à la performance. Et il est vrai que la dette privée et les investissements dans les infrastructures ont pris une importance croissante dans le paysage financier. Et justement, Hamza, je me tourne vers vous pour la première question. Comment se porte le marché de la dette privée en 2024 ? Alors, on a commencé à avoir une levée de capitaux qui est plus importante qu'en 2023. 2023 a été une année plus compliquée. On voit de l'intérêt notamment des institutionnels qui a augmenté pour la classe d'actifs. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point est aussi un pipeline de M&A qui s'est réactivé en début 2024. Nous, de notre côté, par exemple, depuis octobre-novembre, on a fait 6 deals, dont 3 en France, dans la technologie, dans les services financiers, dans la santé. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que les deals de bonne qualité continuent à trouver preneurs et où l'écart de prix entre les vendeurs et les acheteurs est réduit. Et même on a vu des process où les deals se sont vendus dès le premier tour avec des préemptions sur les deals les plus intéressants. Donc un regain d'activité prometteur pour la classe d'actifs. Formidable, merci beaucoup Pierre-Marie. Alors on a vu le 6 juin dernier que la Banque Centrale Européenne a eu une première baisse de ses taux d'intérêt directeurs en passant de 4% à 3,75. Est-ce que cette baisse pour vous elle est favorable à la dette privée en Europe ? Alors je me place côté investisseur parce que je représente plutôt des investisseurs en dette privée. Oui. Donc ça dépend, si on regarde sous l'angle purement nominal, mécaniquement on perd 25 bips sur le rendement, puisque avant, mettons que le taux de rendement de la dette privée soit de 6 points, mis sur le taux sans risque, ça ferait 10 points. Et aujourd'hui, on passerait donc à 9,75. Donc si on regarde sous l'angle purement nominal, c'est pas une bonne nouvelle, puisqu'on perd 25 bips de rendement nominal. Maintenant, si on regarde par rapport à l'inflation, et donc en rendement réel, ce qu'on regarde nous plutôt, là ça reste intéressant. Pas aussi intéressant que si les taux étaient restés à 4, mais il faut bien voir que les taux ralentissent bien moins vite que l'inflation. Et donc aujourd'hui, ça reste super intéressant, puisqu'à l'époque où les taux étaient à 4, et donc les rendements de dette privée à 10, si on prend un taux de 6, l'inflation était, alors ça dépend de laquelle on parle, mais mettons 4, 5, 6%. Aujourd'hui, on va avoir 9,75, et pour une inflation plutôt à 3, quoi. Donc si on compare ces deux environnements, ça reste encore très intéressant. Et cette fois-ci, je me tourne vers Emmanuel. Quel regard vous portez sur l'investissement dans les infrastructures ? Est-ce que c'est une solution de diversification pertinente pour vous ? Alors on porte un regard très bienveillant parce que effectivement c'est très diversifiant. À l'intérieur, je dirais, de la classe, des produits de taux de la classe obligataire, déjà la dette privée par rapport à la dette publique apporte une diversification intéressante. Mais à l'intérieur de cette sous-classe d'actifs, il y a tout ce qui est dette d'infrastructure qui est particulièrement décorrélé parce que c'est beaucoup moins sensible au cycle économique que les dettes publiques ou les dettes privées de sociétés qui exercent dans différents domaines. D'ailleurs, on l'a bien vu lors des différentes crises récentes que l'on a traversées. La notation des sociétés qui exercent dans le domaine des infrastructures ont été très régulières, il n'y a pas eu de déclassement important, il n'y a pas eu de volatilité finalement dans la notation de ces émetteurs, beaucoup moins pour le coup que n'importe quel autre secteur d'activité qui a été beaucoup plus sensible, beaucoup plus touché. Mais c'est aussi des acteurs qui offrent une prime d'illiquidité assez importante, assez intéressante de notre point de vue. Avec 200 à 300 points de base qui nous semblent bien payés parce qu'en contrepartie, en plus, il y a des sûretés qui sont des actifs réels, vraiment tangibles et qui apportent de la sécurité. Et puis également parce que les taux de défaut sont plus faibles que sur le haut rendement.
et que les taux de recouvrement, donc quand il y a un défaut, la possibilité de récupérer quand même une partie des actifs est également beaucoup plus forte. Et c'est significatif, hein, il y a 40% de taux de défaut en moins par rapport au rendement et 60% de recouvrement en plus. Donc au final, c'est mieux payé, c'est moins aléatoire et il y a moins de casse. Merci Emmanuel. Je me tourne également donc, vers vous, mais également vers Pierre-Marie. Comment vous faites pour bien sélectionner les gérants? Sur quels critères faut-il sélectionner un fonds? Alors donc il y a évidemment énormément de critères. Nous, déjà en premier lieu, on aime bien les fonds qui ont un historique avec des investisseurs institutionnels, oui, parce qu'on sait qu'ils sont plus exigeants, qu'ils sont plus sophistiqués, et donc c'est pas gage de qualité absolue, mais déjà c'est un premier filtre. Et ensuite, entre les gérants qui ont fait leur track record, comme on dit, leur historique de performance sur des LP institutionnels, ce qu'on regarde après, il y a tout un tas de critères, de regarder la stabilité de l'équipe évidemment, le ligne à ligne, opération par opération, qui ont fait leur historique de performance, regarder si c'est bien stable, quels sont les contributeurs à la performance, est-ce que c'est la hausse des taux, est-ce que c'est, alors sur la dette, c'est plus facile d'ailleurs à dire que sur l'equity, mais est-ce que c'est régulier sur tous les contributeurs que font la performance d'une classe d'actifs. S'il y a eu des taux de défaut, c'est pas forcément gênant, mais il faut regarder quel a été leur recovery. Il y a des gens qui sont incapables de prendre les manettes d'une société et d'avoir un taux de recouvrement efficace, donc ils préfèrent d'ailleurs vendre en secondaire d'ailleurs dans ce cas-là. Et il y a des gérants qui ont un taux de défaut assez important. Quand je dis assez important d'être privé, c'est de l'ordre de 10-15%. Oui. Nous on travaille avec certains de ces gérants-là par exemple, mais qui ont un taux de recovery de 120%. Donc c'est pas inintéressant non plus, parce que du coup en contrepartie, ils ont quand même des rendements supérieurs sur leurs autres lignes. Ils n'ont pas forcément fait défaut. Et après, on aime bien regarder aussi, nous, des boutiques un peu pure player, oui, où les founders, les partenaires vivent vraiment de leur carried interest et pas des management fees. Ça, c'est évidemment un point assez important aussi. Et puis, un point très important, c'est la bonne répartition du carried interest, pour être sûr qu'ils aient bien réussi à fidéliser leurs équipes. C'est quelques critères. Oui, c'est déjà très bien. Merci. Vous souhaitiez peut-être ajouter je souscris tout à fait aux critères de mon confrère. On sera particulièrement attentif également aux sûretés qui sont mises en œuvre par les fonds. Sur la partie institutionnelle, ça nous paraît d'autant plus évident si on va vers la dette privée infrastructure, parce qu'il faut, pour faire un fonds sur cette thématique, mettre des montants sur la table importants, et pour diversifier, il faut être capable de lever beaucoup de capitaux. Donc il n'y a guère que des sociétés de gestion en capacité d'emmener avec elles des investisseurs institutionnels et qui acceptent d'embarquer quelques investisseurs privés dans l'aventure, qui ont cette capacité-là. Donc pour nous, l'institutionnel aussi doit être vraiment le leader dans ce genre de stratégie. C'est des fonds institutionnels à la base, hein, la dette privée infrastructure. C'est une chance qu'on puisse se joindre à la fête, mais ce n'est pas des fonds dédiés pour des privés, en tout cas pas conçus pour eux. Et je vais me tourner vers Hamza. La dette privée, c'est un mode d'investissement qui vous paraît pertinent dans le contexte macroéconomique avec l'inflation. On a parlé des taux d'intérêt tout à l'heure. Est-ce que c'est un investissement pertinent, la dette privée? Alors, nous, notre vision là-dessus, c'est que effectivement, on pense que la dette privée correspond bien au contexte macro, mais aussi géopolitique actuel. Oui. En fait, il faut prendre en compte un certain nombre de risques. Donc les risques sont des risques macro, et notamment d'inflation, oui, mais aussi géopolitiques, donc guerre en Ukraine, un conflit avec la Chine qui pèse sur le commerce international. Et puis, tout récemment en France, par exemple, aussi quelques sujets de contexte politique. Oui. Donc, cette volatilité qui peut avoir un impact sur les taux, par exemple, fait que la dette privée, qui est par définition une classe d'actifs qui bénéficie d'un taux variable, elle peut mieux amortir ces chocs de volatilité et donc avoir une valorisation plus stable à travers le cycle, d'où l'intérêt, nous pensons, pour cette classe d'actifs. Je rajouterais qu'il y a un contexte conjoncturel, ce qui est assez porteur, puisque les banques, qui ont aussi des contraintes réglementaires à supporter, ont été moins prêteuses ces derniers temps. Et donc il fallait trouver un relais de financement de l'économie, et la dette privée a su répondre à ces besoins-là. Alors qu'en France, on a un prisme très bancaire, et la dette privée permet justement de faire le pont
et donc de permettre à des entreprises qui n'ont plus la capacité d'accéder au crédit et qui n'ont pas forcément la capacité à émettre des obligations cotées, d'avoir accès à une source de financement pas assez connue. Et justement François, alors je ne vous avais pas oublié, hein. Je voulais juste revenir, je vous laissais pour la fin, pour revenir un petit peu en détail sur Financière Arbevel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, mais plus en détail. Oui, merci. Donc Arbevel, on est une société de gestion, une société d'investissement, et on est historiquement connu plutôt pour notre activité de sélection de valeurs actions, donc de stock picking sur les small et mid cap. Et on a depuis quelques années maintenant, depuis 2018, lancé une activité de private equity et de dette privée, avec l'idée justement de créer des ponts entre ces différents modes de financement, parce qu'en fait il ne faut pas opposer le listé au non coté. Tout ça c'est une chaîne de financement qui se tient. Et ce qu'on peut déplorer ces dernières années, c'est que si le private equity a connu un certain succès, en parallèle la gestion cotée, elle, a subi une forme de désamour à cause de la volatilité qui est subie par les investisseurs, et qui fait que le pont qui existe naturellement entre les fonds de VC, donc Venture Capital, de LBO, qui derrière ont connu des années qui leur ont permis de se repasser des participations de fonds à fonds en fonction de leur positionnement ou de leur taille d'investissement, n'ont pas su introduire en bourse, n'ont pas pu introduire en bourse les sociétés qui arrivent à des valorisations très très attractives. Et donc il faut recréer ces ponts-là. Et justement, comment vous y prenez? Est-ce que vous avez des idées? Nous, on a des idées. D'ailleurs, on a porté ces sujets-là auprès de Bercy avec une autre société sœur pour essayer de faire comprendre à Bercy qui voulait, dans la loi d'industrie verte, faire en sorte que le private equity soit particulièrement représenté dans l'épargne retraite, qu'il ne fallait pas oublier le côté. Et Sébastien Lalevé, qui est le directeur général d'Arbevel, a porté cette voix et qui a été entendu, puisque le gouvernement et Emmanuel Macron, aux 30 ans d'Euronext, a expliqué que justement le private equity avait besoin de la cote et a mobilisé le bras armé de l'État, la Caisse des dépôts et consignations, pour lancer un fonds de 500 millions d'euros qui viendra accompagner les petites sociétés cotées pour rendre plus attractive la cote et aussi alléger le reporting et les contraintes réglementaires de la cote française, puisque aujourd'hui être coté c'est assez contraignant, il faut le dire. Donc voilà, il y a beaucoup de mesures qui sont en train d'être mises en place. Et voilà, nous qui essayons de continuer à financer des entrepreneurs, on ne veut pas se couper de moyens. Donc il y a la dette privée, il y a le private equity, et puis il y a les obligations et les actions cotées. Et tout ça n'est évidemment pas à opposer. Merci beaucoup. Et bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite sur notre chaîne For Change.